Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de renouveler votre fidélité à votre émission Le Grand Jury de la RFM. Nous recevons M. Jean-Félix Paganon. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Aux représentants de la République française au Sénégal depuis juillet 2013. L'Afrique, vous la connaissez très bien pour avoir servi en Afrique du Sud, en Égypte, où vous avez assisté à la chute de Moubarak. Le Sahel, région à laquelle appartient le Sénégal, n'est pas non plus un terrain inconnu pour vous. Vous avez occupé le poste de représentant spécial du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, pour le Sahel. La journée de la femme, ce 8 mars, dimanche, avez-vous une bonne nouvelle pour les femmes qui travaillent avec vous et plus généralement un message à adresser à l'ensemble des femmes du monde? Je n'ai pas de bonnes nouvelles à annoncer au personnel féminin de l'ambassade en particulier. D'abord, ce n'est pas l'ambassade qui décide, c'est le gouvernement français pour ses affaires de statut. Mais bien écoutez, le message il est simple, le combat pour l'égalité n'est pas fini, partout dans le monde. En France, par exemple, beaucoup de gens soulignent la différence de salaire entre les hommes et les femmes dans le travail, les discriminations dans le travail, donc la question du harcèlement sexuel. Donc il y a encore de grands progrès à faire. Des mots qu'on retrouve au Sénégal? Oui, bien sûr, comme partout. Alors, on est en plein mois de mars. Dans 3 semaines, le président Macky Sall fera 3 ans à la tête de l'État du Sénégal. Il a visité votre pays à plusieurs reprises depuis qu'il est élu. Le président François Hollande est venu 2 fois, une première fois en visite officielle, une seconde fois lors du sommet de la francophonie organisé à Dakar. Quelle est, si vous devriez les qualifier, la nature des relations entre le Sénégal et la France? J'ai droit à combien de qualificatifs? Comme vous voulez. Je crois qu'elles sont amicales d'abord, parce qu'elles sont fondées sur des sentiments et pas seulement sur des intérêts, c'est important. Et puis elles sont profondes. Elles sont profondes d'abord dans l'histoire. Je sais que Saint-Louis était française avant qu'un certain nombre de grandes régions françaises ne soient françaises. Et puis elles sont profondes par la diversité, c'est pas seulement l'ancienneté, mais c'est aussi la diversité et la continuité de cette relation. Donc oui, une relation, je dirais, amicale et profonde. Mais en même temps, oui, elle est vivante. Ça n'est pas que tournée vers le passé, elle est aussi tournée vers l'avenir. Et donc, au total, c'est, je crois, une relation tout à fait singulière, en tout cas pour nous Français, que nous entretenons avec le Sénégal. Diversité, mais diversification aussi. Le Sénégal diversifie de plus en plus ses partenaires. Il s'oriente vers les pays asiatiques, notamment la Chine et certains pays arabes. Cela vous gêne? Pas du tout. D'abord, il n'y a aucune raison d'être gêné ou de se sentir mal à l'aise face à une évolution qui est l'évolution du monde. Donc, ce qu'on appelle la mondialisation, c'est effectivement l'établissement de relations de tous avec tous. Les relations privilégiées, voire les tête-à-tête, sont du domaine du passé. Donc, cette évolution, elle est inévitable. Et puis elle est dans l'intérêt de chacun. Elle est d'abord dans l'intérêt du Sénégal aussi de diversifier ses partenariats. Donc ça n'est pas moins de France que ça veut dire si le Sénégal développe des relations avec d'autres partenaires. C'est toujours autant de France, peut-être même quelquefois plus de France dans la relation, mais une relation d'une nature différente. On a assisté avec un peu d'étonnement, je ne sais pas si c'est le sentiment que vous avez eu, après l'attaque contre Charlie Hebdo avec l'assassinat de nos confrères, une attaque qui a été condamnée, mais il se trouve qu'il y a eu des manifestations à Dakar, un drapeau français a été brûlé,
Vous n'avez pas eu le sentiment que se développait finalement un sentiment anti-français au Sénégal, pays qui vous est ami? Non, je pense que c'est un phénomène qui est circonstanciel. D'abord, ces manifestations n'ont pas eu lieu qu'au Sénégal, elles ont eu lieu dans à peu près tout le monde musulman. Certaines des caricatures de Charlie Hebdo ont choqué les sensibilités des musulmans. Donc c'est pas quelque chose qui est propre au Sénégal, c'est quelque chose qui me semble au contraire totalement lié à cet événement particulier. Donc je ne vois pas se développer un sentiment français. Je dirais même qu'il y a vraisemblablement un lien entre votre question précédente et je dirais l'état des sentiments entre des Sénégalais vis-à-vis de la France. C'est que la France n'est plus omniprésente, pesante ici dans ce pays. C'est aussi de l'affection en même temps de la répulsion. Écoutez, oui, enfin je crois qu'il y a plus d'affection que de répulsion. Ces sentiments sont, oui, coexistent souvent. Répulsion me semble peut-être un mot fort, enfin ça n'est pas nécessairement un sentiment univoque, effectivement, mais ça fait partie, là, je crois, de l'intimité de la relation. C'est parce que nous nous connaissons bien, c'est parce que nous nous connaissons depuis longtemps que nous portons l'un sur l'autre des jugements qui sont, à mon avis, des jugements de bon sens. Alors, le président Macky Sall vous reçoit, n'est-ce pas, ce vendredi, vous le confirmez? Si ça a été annoncé par la présidence, oui. Enfin, c'est pas un scoop, ni un grand événement. Il vient de lancer un appel après sa visite en Casamance, à l'occasion de la levée des couleurs lundi dernier, pour dire qu'il y aura une conférence des bailleurs au mois de mai prochain sur la Casamance, la relance économique de cette région sud du pays, meurtrie par une rébellion qui date de plus de 30 ans. Quelle sera la part de la France à cette conférence des bailleurs au mois de mai prochain? Alors, la France est présente en Casamance. Je dirais même que c'est un axe important de notre coopération avec le Sénégal. Cette coopération s'inscrit dans un document conjoint qui a été signé au mois d'octobre 2013, à l'occasion de la visite de M. Canfin. S'appelle un DCP, un document conjoint de partenariat. Et dans ce document, on fixe les domaines prioritaires de coopération et éventuellement aussi d'ailleurs des zones prioritaires. Et la Casamance fait partie de la zone prioritaire d'intervention de la coopération française au Sénégal. Donc nous faisons et nous avons des projets, notamment dans le domaine éducatif, un grand programme de rénovation des écoles primaires. Donc nous sommes d'ores et déjà présents en Casamance, qui figure effectivement parmi nos priorités. Alors maintenant, nous participerons évidemment à cette réunion de bailleurs, nous verrons quels sont les projets qui sont mis en avant et à cette occasion, nous entamerons un dialogue avec le gouvernement sénégalais pour voir les domaines où nous pourrions intervenir en complément de ce que nous avons déjà prévu. Un grain de sable dans cette zone prioritaire que représente pour vous la Casamance, c'est justement cette alerte à l'endroit de vos compatriotes, leur disant, pour des raisons de sécurité, de faire attention à la Casamance. Le président Macky Sall, justement, vous a demandé de revoir cette copie-là. Alors, je crois qu'il y a vraiment un malentendu profond sur ce document qu'on appelle le Conseil aux voyageurs, qui est mis en ligne par le ministère des Affaires étrangères. Nous avons 4 couleurs sur les cartes. La couleur verte, qui est pour un nombre extrêmement réduit de pays, qui sont en général, je dirais, les pays européens et l'Amérique du Nord. Nous avons une couleur jaune, qui ne comporte aucune restriction, qui est simplement un conseil de vigilance
et qui recouvre à peu près les 4/5 de la planète. Et puis nous avons une couleur orange, qui n'est pas une couleur dans laquelle on déconseille formellement à nos compatriotes de se rendre dans ces régions, mais qui est un conseil de prudence. Et je dirais de s'abstenir, sauf si on a de bonnes raisons, de se rendre dans ces zones oranges. Rouge étant effectivement formellement déconseillé. En ce qui concerne le Sénégal est en jaune. Donc il n'y a aucune restriction pour les voyages au Sénégal, qu'il s'agisse de voyages touristiques ou de voyages d'affaires. Il y a deux exceptions, que sont la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie et le Mali, mais juste la petite bande frontière, et puis la Casamance. Oui. La Casamance, à l'exception de Ziguinchor, du Cap Skirring et de la route entre Ziguinchor et le Cap Skirring. Parce qu'en faisant ces recommandations à nos compatriotes, nous avons été extrêmement attentifs à ne pas pénaliser indûment le tourisme sénégalais. Et donc, quand le président Macky Sall en parle, c'est justement parce que dans son entendement, cela pénalise le tourisme sénégalais. Mais je tiens à le dire de la façon, et j'ai eu l'occasion de l'expliquer longuement au président, il n'y a aucune restriction dans les conseils aux voyageurs concernant les zones touristiques sénégalaises. Il vous a compris ? Je crois qu'il nous a compris. Alors, en ce qui concerne l'intérieur de la Casamance, qui, elle, est effectivement en zone orange, n'est pas en jaune, mais est en orange, les autorités sénégalaises... Oui. Ah non, pas proche du rouge, non, 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 on ne peut pas dire ça, on ne peut pas dire ça. Orange, ça veut dire, nous vous conseillons d'être extrêmement prudents et il faut que vous ayez de bonnes raisons pour vous rendre dans ces... Rouge, c'est, nous vous déconseillons formellement, ça revient, les gens sont libres, et ça revient quasiment à une interdiction. Donc orange, c'est d'une nature fondamentalement différente que rouge. Donc, s'agissant du reste de la Casamance, c'est vrai qu'il reste des problèmes résiduels de sécurité qui ne sont pas importants, mais qui sont reconnus par les autorités sénégalaises elles-mêmes. Le déminage n'est pas terminé, donc il est dangereux de quitter les routes bituminées parce que les zones dans lesquelles il y a encore des mines existent. Et puis, il y a des groupes rebelles qui continuent à être présents, qui sont peu actifs, dont l'activité est d'ailleurs visiblement un mélange de revendications politiques et d'activités criminelles, mais peu importe. La réalité est que de temps en temps, même si c'est épisodique, même si c'est rare, il y a des petites manifestations d'insécurité dans l'intérieur de la Casamance. C'est pour ça que l'intérieur de la Casamance est en orange. Est-ce que cette extrême prudence que vous recommandez aux Français concernant certains endroits du territoire casamançais, entre guillemets, un territoire, est lié à la disparition des époux Kaveh-Gagnaire dans les années 90, qui ne sont toujours pas retrouvés? Oui, non, c'est une histoire qui est quand même maintenant, enfin une histoire, c'est un drame, puisque ces gens ont disparu et je crois qu'il y a vraiment très peu de chances qu'ils soient en vie aujourd'hui, je dirais même que les chances sont nulles. Non, c'est un événement ancien et qui est intervenu à une époque où la situation de sécurité en Casamance était fondamentalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il n'y a pas de lien entre les deux choses. Les deux choses sont... Vous savez, j'ai eu l'occasion, par exemple, d'accompagner des missions officielles en Casamance. À chaque fois, je constate qu'elles sont accompagnées par un dispositif sécuritaire important, mis en place par les autorités sénégalaises. Ce qui démontre que, ce qui n'est pas le cas quand on va à Saint-Louis ou à Louga. Donc ça montre quand même qu'il n'y a pas une situation de grande insécurité, mais il y a des précautions à prendre. Et il est raisonnable de les prendre, ces précautions. Je le répète, nous sommes obligés de concilier deux choses qui sont un peu contradictoires. D'une part, la sécurité de nos compatriotes, et puis d'autre part, la volonté que nous avons de ne pas porter atteinte aux intérêts du pays qui est concerné par ces conseils aux voyageurs. Mais cette mention restera dans le document du Quai d'Orsay. Alors, elle est assortie de toute une série de commentaires. Mais, je veux dire, le problème central est un problème touristique.
hein. Ce à quoi nous sommes attachés, c'est de ne pas porter atteinte au tourisme sénégalais. Bien. Donc, qui est bien mal en point, hein. On est bien ça, d'accord. c'est un autre sujet. Ouais. En tout cas, nous ne voulons pas contribuer aux difficultés du tourisme sénégalais avec effectivement des évaluations qui seraient extrêmement frileuses ou exagérément frileuses. C'est pourquoi, s'agissant, alors évidemment tout le reste des zones touristiques, que ce soit la Petite Côte, Saint-Louis, le parc du Djoudj, tout ceci est évidemment sans aucune restriction, aucune restriction. Et c'est pourquoi nous avons également classé Ziguinchor, la route entre Ziguinchor et le Cap Skirring, ainsi que le Cap Skirring, en zone qui ne comporte aucune restriction concernant les déplacements touristiques. Je le répète formellement, aucune restriction quand il concerne les déplacements touristiques. Alors, il y a eu des incidents sur la route récemment, sur la route entre Ziguinchor et le Cap Skirring, mais ça ne nous a pas amené à modifier nos conseils et notre carte. Nous avons considéré qu'il s'agissait d'événements isolés qui ne justifiaient pas que l'on modifie nos conseils aux voyageurs. Nous avons simplement signalé dans un commentaire qu'il y avait eu ces incidents, mais sans modifier nos recommandations. Oui. Et comme je le disais à l'instant, il n'y a pas que la carte, il y a toute une série de recommandations, et donc j'ai été à l'écoute de ce que m'a dit le président Macky Sall, et nous allons amender dans un sens plus positif un certain nombre de commentaires qui sont faits sur la situation sécuritaire au Sénégal. Donc il y a d'une part la carte, d'autre part les commentaires. La carte ne changera pas, mais les commentaires seront amendés dans un sens positif. Monsieur l'ambassadeur Jean-Félix Paganon, on peut avoir le sentiment que le gouvernement français est de moins en moins audible sur le processus de paix en Casamance, là où les États-Unis, par exemple, ont désigné un monsieur Casamance ou investissent dans les régions sud à travers le Millennium Challenge Account. Que comptez-vous faire pour marquer davantage votre présence en Casamance? Alors, je vous l'ai dit, hein, nous sommes prêts à voir ce que, dans le domaine du développement, nous pouvons faire pour soutenir les efforts du président Macky Sall et du gouvernement sénégalais. Je comprends d'ailleurs que c'est l'axe principal de la politique du gouvernement sénégalais et du président pour traiter la question de la Casamance. C'est l'approche, la paix par le développement. Donc on parle essentiellement la meilleure contribution que l'on puisse apporter à la politique du gouvernement sénégalais en Casamance, c'est de s'impliquer sur le volet développement. Donc nous le faisons. Nous le ferons plus encore dans la mesure de nos moyens et en fonction des projets qui seront présentés. Là, je crois qu'il faut distinguer d'une part les interventions publiques, et là, l'AFD est présente et sera vraisemblablement disposée à regarder ce qu'il est possible de faire en plus. Et puis, il y a les investissements privés. Ça, les investissements privés, si j'ose dire, ça n'est pas le gouvernement français. Enfin, on peut créer un environnement, on peut essayer d'appeler l'attention des opérateurs économiques français, mais les décisions n'appartiennent pas au gouvernement. Donc, ça, c'est une question qui relève de la perception qu'ont les opérateurs économiques et des opportunités qu'offre le pays. Justement, la suspension pour une période de 10 ans de la fiscalité pour ces entreprises intéressées par le tourisme est attrayante, oui, non? Oui, mais de toute façon, la France, dans le domaine de l'investissement privé, est d'ores et déjà massivement présente en Casamance. Quand vous allez au Cap Skirring, vous vous rendez compte que de très loin, les facilités hôtelières sont liées... J'y suis allé, il y a beaucoup d'hôtels qui ont fermé. Il y a beaucoup d'hôtels qui ont fermé. Le Club Med est presque malheureusement, devenu l'ombre de lui-même. Oui, les hôteliers ont mis en évidence un certain nombre de mesures qui étaient indispensables. La première d'entre elles étant la régularité des liaisons aériennes entre Ziguinchor et Dakar. Actuellement, il y a un certain trafic qui vient directement à Ziguinchor, mais il est vrai que, je dirais, l'irrégularité de la liaison aérienne entre Ziguinchor et Dakar est un frein souligné par les hôteliers eux-mêmes, peut-être le frein principal au développement du tourisme au Cap Skirring et sur la côte de la Casamance. Qu'est-ce que cela vous fait d'être mis en concurrence avec les États-Unis? Mais il n'y a pas de concurrence, vous savez. D'abord,
Je crois que il y a une complémentarité entre des pays qui sont partenaires. Nous sommes alliés et partenaires des États-Unis. Nous sommes un grand pays ami du Sénégal. Il n'y a pas de concurrence entre la France et les États-Unis au Sénégal. Le Sénégal, d'ailleurs, les autorités sénégalaises n'ont pas une seconde l'idée de jouer l'un contre l'autre. Ce sont des relations qui sont des relations complémentaires. Il y a tant de choses à faire, tant de projets à développer, qu'il y a véritablement la place pour tout le monde. Vous savez, quand il s'agit de cette coopération du Sénégal avec ses partenaires, enfin des partenaires, j'aurais tendance à penser à la formule du général de Gaulle qui parlait de sa succession. Il disait ce qu'il craignait, c'était pas le vide, mais le trop-plein. Et ajouter aussi que donc, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Plus il y aura de partenaires avec le Sénégal, plus le Sénégal aura des opportunités d'attirer des investisseurs, d'attirer des bailleurs, plus il aura la chance d'accélérer son développement et de se diriger vers l'émergence, et plus la France sera contente. Elle aura sa place, mais elle aura sa place et toute sa place dans ce processus, mais elle ne revendique pas une place exclusive. Justement, par rapport à l'émergence, le référentiel, c'est le plan Sénégal émergent. Cela fait 1 an qu'il a été adopté par le groupe consultatif de Paris avec, sous l'initiative de la Banque mondiale et du gouvernement sénégalais. Avez-vous l'impression qu'enfin le PSE a décollé? Alors, j'aurais aimé reparler de la Casamance et en dire 2 mots. Oui. Nous ne sommes pas engagés dans la médiation, mais nous ne sommes pas engagés dans la médiation, pas non plus, pas par frilosité ou parce que nous ne le voulons pas. Nous ne sommes pas sollicités. Si nous étions sollicités, nous pourrions regarder, examiner le rôle que nous pouvons jouer. Mais vous savez, dans ces affaires, il vaut mieux, quand il y a une médiation, que les choses soient claires et que le médiateur soit clairement mandaté et accepté par les parties. Donc il n'y a pas de demande qui est adressée à la France et donc nous n'allons pas jouer la mouche du coche. Quand on multiplie les médiations, vous savez, en général, ça se termine mal parce que les acteurs commencent à jouer les médiateurs les uns contre les autres et les médiateurs, au lieu d'être un élément de la solution, deviennent un élément du problème. Donc les choses sont en cours. San Egidio mène ces consultations. Le soutien des États-Unis est acquis. La France regarde ça avec beaucoup d'intérêt et soutient ce processus. Nous ne sommes pas sollicités, donc nous sommes prêts à apporter notre contribution. Vous n'en êtes pas frustré un peu? Pas du tout. Mais vous savez, je répète, nous ne cherchons pas à jouer la mouche du coche, hein. Nous cherchons à être utiles. Et franchement, la meilleure façon d'être utile aujourd'hui, c'est d'encourager cette médiation et de la suivre, mais de ne pas essayer d'interférer avec ce processus. Très bien. Le plan Sénégal émergent, le plan Sénégal il a émergent. décollé? Alors, le plan Sénégal émergent, je crois que c'est quelque chose qui est très important, qui est souligné par le président Macky Sall et par le Premier ministre en chaque occasion. Le plan Sénégal émergent, ça n'est pas l'addition de toute une série de programmes, de projets d'infrastructure. Ça, on a déjà fait. Le plan Sénégal émergent, c'est une vision globale dans laquelle il y a d'abord des réformes menées par le Sénégal pour renforcer l'attractivité du Sénégal, renforcer l'efficacité de l'administration sénégalaise, de l'environnement juridique, du climat des affaires. Ça, c'est quand même un élément important. Un deuxième élément qui a été largement couvert à Paris et dans lequel nous prendrons toute notre place, qui est le rôle des bailleurs. Ça, c'est quelque chose de classique, avec effectivement des projets d'infrastructure. Puis le troisième élément, et c'est l'élément le plus important, c'est celui qui apportera les 2 ou 3 points de croissance supplémentaires, qui fera passer le Sénégal des 3,5-4% de croissance aux 7% de croissance visés par le président Macky Sall. C'est l'investissement. C'est l'investissement. Il y aura de l'investissement sénégalais, mais les capacités d'investissement domestiques sont limitées dans le domaine privé. Quelle sera la part de la contribution française au PSE? Nous nous efforçons de mobiliser les investisseurs privés en faveur du PSE.
il y a un certain nombre de choses qui sont dans les tuyaux et qui touchent des domaines importants. L'agroalimentaire, d'une part, avec des investisseurs français qui regardent de très près ce qu'ils peuvent faire dans la vallée du Sénégal en particulier, puis dans l'amont également. Deuxièmement, le tourisme, effectivement. Nous nous efforçons d'appeler à nouveau l'attention des opérateurs touristiques français sur l'intérêt du Sénégal. Une idée du montant? Ah non, je sais pas. Ce sont des investissements privés. Donc, bon, dans le domaine de l'agroalimentaire, ça dépend un tout petit peu de la taille de l'investissement, mais vous êtes tout de suite dans un ordre de grandeur entre 100 et 200 millions d'euros, très facilement, quand vous avez des investissements importants. Dans le domaine du tourisme, de toute façon, on le sait, il y a ce projet du Club Méditerranée d'investir sur la petite côte. Nous allons voir s'il y a d'autres opportunités. En tout cas, nous allons tout faire pour remettre clairement le Sénégal, je dirais, sur l'écran radar des opérateurs touristiques français. L'évocation des réformes fait toujours peur au Sénégal et en Afrique de manière générale. La patronne du FMI, Madame Christine Lagarde, lors de son séjour à Dakar, a parlé des réformes. La Banque mondiale réclame également des réformes. Cela renvoie, dans l'esprit de certains, à un retour au programme d'ajustement structurel. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait des troubles sociaux du fait justement de l'application de ces réformes annoncées? Écoutez, il y a des réformes qui quelquefois peuvent être socialement douloureuses. Comme la subvention des prix de l'énergie. Alors, oui, le problème de l'énergie au Sénégal, il est double. Il est effectivement le poids de la subvention, mais il est aussi le coût extrêmement élevé de la production électrique. L'électricité produite au Sénégal, qui dépend très très largement du fioul, et donc des cours du pétrole, est sur une échelle mondiale très élevée. Alors ça a un impact doublement négatif. Ça a un impact sur le fait qu'effectivement l'électricité est chère pour les consommateurs et donc ça amène à la subvention. Et puis elle est chère pour les investisseurs. Et c'est un facteur, je dirais, dissuasif pour un investisseur, puisque l'une des premières choses qu'il regarde, tout investisseur, enfin en tout cas la plupart d'entre eux ont un coût énergétique dans leur coût de production, et le prix de l'énergie. Donc il y a une urgence absolue, et le gouvernement sénégalais est totalement engagé sur ce point, à réduire massivement les coûts de production de l'électricité. Mais si cela doit passer par une suppression des subventions, c'est là où se trouvent les risques de troubles. Oui, mais si vous baissez votre coût de production de 30 ou 35%, déjà, à un niveau de subvention égal, vous avez diminué de 35% le coût de vos subventions. Donc ça, c'est une première chose. Alors, si vous vous engagez dans la voie d'une montée progressive des tarifs, vous voulez remonter à des niveaux qui sont peut-être socialement tolérables si l'énergie est moins chère. Voilà. Donc, il faut agir vraisemblablement sur les deux choses. On est parfaitement conscient que cette question, elle ne se pose pas qu'au Sénégal. C'est un sujet qui se présente dans énormément de pays. Dans les années 60, 70, beaucoup de pays, notamment en Afrique, se sont engagés sur la voie des subventions aux produits de consommation, avec, on le constate aujourd'hui, des effets pervers, et quelquefois qui sont caricaturaux. Vous me parliez de l'Égypte tout à l'heure. Le prix du pain est subventionné en Égypte, donc le pain est quasiment gratuit. La conclusion, c'est que les fermes qui peuvent être considérables de poulets, les poulets ne sont pas élevés au grain et à la farine, ils sont élevés au pain, parce que le pain est moins cher que la farine. Donc
tout ça est pour montrer que ces subventions, on le constate aujourd'hui, ont des effets négatifs de distorsion sur le fonctionnement de l'économie. Donc il faut être très attentif parce que des politiques de suppression des subventions ont été menées, quelquefois de façon brutale, avec des conséquences sociales graves et quelquefois politiques d'ailleurs. Donc vous ne le conseillez pas au gouvernement sénégalais? Moi, je n'ai pas de conseil à donner. Il est clair que ces politiques de subvention font peser un poids à terme intolérable sur le budget du pays, sans créer de richesse, sans créer de valeur. Hein. Le gouvernement sénégalais a besoin de stimuler l'investissement dans ce pays. C'est de l'argent mieux utilisé, le franc CFA utilisé pour des infrastructures qui elles-mêmes vont déboucher sur des investissements qui eux-mêmes vont déboucher sur des emplois, est un franc CFA infiniment mieux utilisé que pour subventionner la consommation d'électricité. Et ça ne veut pas dire qu'il faille supprimer brutalement du jour au lendemain et sans réfléchir aux modalités les subventions, mais ça veut dire qu'à terme, c'est un objectif qu'il est raisonnable de poursuivre. Autre difficulté, le foncier. L'agrobusiness aussi suscite des craintes. Il y a une réforme foncière d'ailleurs qui est en préparation au Sénégal. La crainte, les paysans qui grattent la terre à longueur d'année à la recherche d'une pitance, c'est que les multinationales, les grosses entreprises viennent leur prendre justement leurs terres. Oui, je ne suis pas un expert de ces questions foncières, donc je m'exprimerai avec prudence, mais le foncier, une éventuelle réforme du foncier ne concernera pas que les grandes exploitations, ce que vous appelez l'agrobusiness. Il devra nécessairement concerner aussi l'agriculture familiale. Alors, de quoi ont-ils peur? Moi, je constate quand même que le système actuel est un système qui, sur la base de l'expérience que je connais dans mon propre pays, est un système qui pénalise l'agriculture ou l'agriculteur familial. Puisque les deux principes de base, c'est que c'est non transmissible et non cessible. Donc c'est un droit d'usage non transmissible, non cessible. Je peux vous dire que les paysans français, si on leur expliquait que leur propriété, leur exploitation est ni transmissible ni cessible, ils feraient la révolution pour obtenir ce droit. Donc je crois que cette question foncière ne doit pas être abordée de façon polémique en disant le gouvernement est en train de faire un cadeau à l'agro-business international pour spolier les paysans sénégalais. Je crois que l'interprétation, la lecture raisonnable des intentions du gouvernement, c'est d'établir un système foncier moderne et adapté éventuellement aux spécificités de la société sénégalaise. Mais quelque chose qui emporte une telle insécurité juridique en ce qui concerne la gestion de la terre, pour les gros exploitants comme pour les petits, n'est pas un système moderne, je ne crois pas. Est-il exagéré, je reviens à ma première question, de parler de risques de retour aux programmes d'ajustement structurel qui ont été très mal vécus par les populations? Non, je crois que la question ne se pose pas aujourd'hui. Il me semble-t-il, ça relève du fantasme. Ce qui est vrai, et c'est effectivement l'un des grands défis du PSE, c'est que la tendance d'accroissement de ce fameux ratio de la dette sur le PIB a tendance à s'accroître. Aujourd'hui, on est dans une zone qui reste tolérable, mais il faut exercer une grande vigilance parce que, effectivement, si ce ratio dette sur PIB devait dériver, alors à ce moment-là se poserait la question des mesures à prendre pour régler la question de la dette. Elle ne se pose pas aujourd'hui. Je crois qu'il faut dire les choses clairement. Elle ne se pose pas aujourd'hui. Donc, il faut arrêter de fantasmer sur l'imminence du retour au plan d'ajustement structurel. Il n'en est pas question. On est dans une logique de PSE. Mais, je le répète, cet indicateur dette sur PIB doit être surveillé. Mais il n'y a pas qu'au Sénégal.
L'appui budgétaire de la France est toujours important. Écoutez, il a été important donc dans la première année du mandat du président Macky Sall. Je crois que d'ailleurs nous avons clairement affiché que c'était d'abord évidemment un appui à l'économie sénégalaise, mais c'était aussi un geste politique fort de soutien et d'engagement aux côtés du président Macky Sall. À peu près 86 milliards de francs CFA. Oui. Et là, il est à combien? Alors, à la troisième année de pouvoir du président Macky Sall. La question... Il a diminué cet appui? Oui, il diminue. Oui. Il diminue, mais le niveau d'engagement, les modalités de notre intervention peuvent potentiellement, 2015, on verra ce que nous apporte 2015, peuvent évoluer. L'enveloppe globale n'évolue pas, mais à l'intérieur de cette enveloppe globale, qui, bon an, mal an, est autour de 100 millions d'euros d'engagement nouveau, à l'intérieur de cette enveloppe, le ratio entre l'aide budgétaire et l'aide projet peut évoluer. Donc nous souhaiterions plutôt favoriser l'aide projet. Mais je crois que le gouvernement, il n'y a pas d'objection du gouvernement sénégalais sur cette orientation. Maintenant, si pour des raisons qui peuvent être des raisons politiques, pour des raisons techniques, d'une certaine façon, une certaine augmentation de l'aide budgétaire est souhaitée, on sera prêt à l'examiner. L'ambassadeur de France, Jean-Félix Paganon, est l'invité du grand jury de la RFM. Il y a quelques années, la présence des entreprises françaises a été marquée par l'attribution du terminal à conteneurs DP World au détriment du groupe Bolloré. Le régime précédent, celui du président Wade, bien sûr, avait préféré la diversification des partenaires stratégiques du Sénégal, qui a vu l'arrivée d'investisseurs chinois, dubaïotes et autres pays asiatiques. Quelle est aujourd'hui la situation des entreprises françaises au pays du président Macky Sall? Elles sont bienvenues, donc elles sont souhaitées. Elles sont quelquefois, je dirais, souhaitées dans un esprit prioritaire parce qu'elles sont connues, elles ont déjà travaillé au Sénégal, elles disposent d'une bonne image et d'un capital de confiance. Mais quand le président Hollande récemment à Dakar fait le plaidoyer des entreprises françaises en disant qu'il faut qu'elles aient leur part des marchés publics, c'est l'expression d'une certaine frustration, d'un certain manque, non? Non. Non, là encore, vous savez, il faut regarder deux choses qui sont un tout petit peu différentes. Vous avez d'une part les projets financés par des bailleurs, et dans ces cas-là, on est dans une logique d'appel d'offres. Donc c'est aux entreprises, et aux entreprises françaises en l'occurrence, de faire l'offre la meilleure. Et puis après, il y a les choix du gouvernement sénégalais de partenariat. Vous parliez du port, très bien, le port de Dubaï est là, je comprends, enfin... Au détriment de Bolloré. Vous aurez constaté que Bolloré est revenu, que Necotrans a aussi signé, donc nous sommes dans le vrac, nous sommes dans le ro-ro, comme disent les techniciens. Mais les conteneurs vous échappent, le terminal à conteneurs, oui, qui pèse quand même lourd. Très bien. La question d'un terminal fruitier va se poser. Je comprends que de très nombreux opérateurs français sont aussi intéressés par les décisions qui pourront être prises en ce qui concerne un terminal fruitier, qui est un enjeu très important pour le Sénégal, puisqu'il s'agit des exportations agricoles et de l'ensemble de la chaîne de la production agricole. Donc, de toute façon, je veux dire, il ne sert à rien de pleurer sur le lait qui est répandu. Donc le port de Dubaï est là, dans un partenariat qui s'inscrit dans la durée. Il y a des opportunités de coopération dans le domaine portuaire, nous les avons saisies. Je dirais même que sur les deux opportunités qui se sont présentées après l'attribution du port, enfin des containers à Dubaï,
ont vu des entreprises françaises l'emporter. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans ces échanges entre la France et le Sénégal, la France et l'Afrique de manière générale, ou même l'Union européenne et l'Afrique, il y a en filigrane la problématique des accords de partenariat économique. Je citais tout à l'heure le président Wade. Pourquoi? Parce qu'il était opposé aux APE en disant que s'il y avait un déséquilibre, on risque d'assister à la baisse des recettes fiscales puisqu'il y aura plus de produits européens qui vont envahir l'Afrique que le contraire. Le président Macky Sall, lui, a opté pour la signature des APE. Que répondez-vous à ces critiques contre les accords de partenariat économique? Vous savez, l'Union européenne n'est pas une institution prédatrice. C'est une institution qui cherche à développer des rapports de coopération équilibrés avec ses partenaires. Il me semble que ces APE sont équilibrés. Ils comportent certes un abaissement des barrières tarifaires, mais c'est une opportunité pour les produits européens destinés à l'Afrique. C'est aussi une grande opportunité pour les produits africains à destination de l'Europe. Vous protégez votre agriculture quand même? Non, 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 non. Écoutez, la PAC a été quasiment démantelée. Ça devient fantasmatique, cette histoire de la PAC. On a quasiment supprimé la subvention aux produits et on l'a remplacée par une subvention aux producteurs. Donc, c'est une subvention détournée. Ah non, c'est pas la même chose. Non, 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 non. Quand vous subventionnez des producteurs, vous les aidez à survivre en produisant au-dessus du coût du marché, mais ils produisent au niveau du marché mondial, c'est-à-dire que compte tenu de leurs coûts, ils produisent à perte. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de subventions, il n'y a plus de prix artificiels, les prix européens sont ajustés sur les prix mondiaux. En revanche, comme les prix mondiaux ne permettent pas aux agriculteurs de survivre, on donne une subvention aux agriculteurs. C'est complètement différent. Donc je crois que cette querelle sur la PAC est maintenant devenue, je dirais, une sorte de fantasme. Il faut regarder les réalités. La réalité sur les APE est aussi une sorte de fantasme. Comment? La querelle qui est faite aux APE, c'est du fantasme. Écoutez, aussi. Moi, ce que je veux marteler, c'est que l'effet principal des APE, c'est d'ouvrir le marché européen aux produits africains. Il faut arrêter de dire que ça va être un déferlement de produits européens en Afrique et que ça va tuer l'industrie africaine ou les producteurs africains. C'est au contraire une opportunité. Dans ce type d'accord, c'est en général celui dont les prix sont les plus élevés qui a le plus à perdre. Or, les prix de production en Europe sont supérieurs à ceux de l'Afrique. Donc ça risque de provoquer soit, je dirais, stimuler les exportations africaines telles qu'elles sont aujourd'hui possibles vers l'Europe. Et puis surtout, ça peut stimuler les investissements, parce que l'Afrique peut devenir une base de production attractive. Même avec un euro auquel est arrimé le franc CFA qui se déprécie par rapport au dollar américain. On parle de dévaluation déguisée du franc CFA. Écoutez, là, vous savez, quand l'euro est fort, il y a la moitié des gens qui pleurnichent parce qu'il est fort, et quand il devient faible, il y a l'autre moitié des gens qui pleurnichent parce qu'il a faibli. Donc voilà, il faut que l'euro se... C'est que derrière l'euro, il y a le CFA, monsieur. Derrière l'euro, il y a le CFA. Donc, ça veut dire très concrètement que, par exemple, les importations d'hydrocarbures vont augmenter, libellées en euros, puisque le dollar va être plus fort que l'euro. Voilà, un euro fort, c'est des importations d'hydrocarbures moins chères. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est un acquis. Puis après, il y a des effets négatifs, effectivement. Une dévaluation du franc CFA. Vu de l'esprit, c'est une hypothèse crédible? Non, je crois que ce n'est pas quelque chose qui est dans les cartes.
Alors, ce qui est souvent reproché, monsieur l'ambassadeur, aux pays occidentaux qui sont de vieux partenaires du Sénégal, c'est leur extrême prudence par rapport aux gros investissements, des investissements dans les infrastructures. Je donne un exemple, la Chine qui met 416 milliards de francs CFA dans la construction de l'autoroute Ila-Touba. Est-ce que la France serait prête à faire ce genre d'investissement? C'est pas, si j'ai bien compris, c'est pas un cadeau de la Chine, c'est un prêt. Ça n'est pas une subvention, c'est adossé à un prêt. Bon, donc, mais avec des procédures moins compliquées. Écoutez, oui, mais bon, les modes d'intervention de la coopération chinoise ne sont pas les mêmes que les nôtres, puisque les Chinois ne sont pas liés par les règles de l'OCDE. Je ne porte pas de jugement, là, je dis simplement les choses techniquement telles qu'elles sont. C'est-à-dire que le gouvernement chinois peut adosser à l'octroi d'un prêt la procédure de gré à gré et imposer que ce soit une entreprise chinoise qui réalise cette infrastructure. Vous auriez fait peut-être la même chose. Il y a eu un temps où... Le président Hollande dit qu'il faut que nos entreprises accèdent au marché public. Qu'est-ce que ça signifie? Non, ça veut dire qu'il faut que nos entreprises fassent l'effort nécessaire pour, dans je dirais, dans la compétition qui est inévitable s'agissant de financement de bailleurs internationaux, que nos entreprises soient plus compétitives. Mais nous avons connu pendant de très nombreuses années ce qu'on appelait les protocoles financiers, ce qui est en gros la procédure actuellement développée par les autorités chinoises, c'est-à-dire on choisissait un projet d'infrastructure, on le finançait sur un mix en général d'ailleurs de prêts et de subventions, et c'était une entreprise française ou à l'époque allemande, italienne, américaine qui réalisait l'investissement. Il se trouve qu'il y a une entente qui fausse les règles de la concurrence. Eiffage travaille avec Total, Sonatel, qui sont des entreprises détenues en tout cas majoritairement par des Français, par des investisseurs français. Mais, en quoi on fausse la concurrence ? Je sais qu'il y a eu cette polémique autour de la possibilité de payer dans les stations Total à travers son téléphone. Mais c'était pas un accord d'exclusivité qu'avaient signé Total et Sonatel. Tout autre distributeur de pétrole aurait pu aller voir Sonatel et leur dire « moi je souhaite le même système ». Et sur le tour d'un péage que des stations de service Total. Ah bah, je suppose que Eiffage a fait... vous savez, là, on parle de 30 km d'autoroute, on ne parle pas d'un réseau de stations essence. Je suppose que le choix a été fait. Non, vous savez, c'est pas parce qu'il y a une station Total sur l'autoroute qu'on peut dire qu'il y a distorsion de la concurrence. Je suis convaincu que Eiffage a choisi le partenaire qui présentait la meilleure offre. Hein. Je vois pas... Vous savez, ce sont des hommes d'affaires, hein, ce ne sont pas des poètes. Donc, s'ils choisissent une entreprise, c'est pas parce qu'elle est française. S'ils choisissent une entreprise, c'est parce que... La coïncidence est quand même troublante. Eiffage, entreprise française, Sonatel, entreprise à majorité du son capital français. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette opération, parce que je crois que c'est quand même un sujet que j'aurais tendance à qualifier de microscopique. C'est une station essence sur 30 km d'autoroute. Bon, voilà, il se trouve que c'est deux sociétés françaises. Il se trouve quand même que Total est le premier distributeur de produits pétroliers dans ce pays. Donc c'est quand même pas surprenant. On aurait été, vous me trouveriez un exemple dans lequel on est allé chercher un tout petit distributeur à qui on a fait une faveur et qui n'a pas de référence, et vous auriez le soupçon
d'une préférence nationale, si j'ose dire, peut-être, mais dans l'occurrence, Total est l'entreprise de distribution de pétrole la plus performante du Sénégal. Je crois que c'est unanimement reconnu. Et elle est de plus en plus sénégalaise, puisque le capital de Total Sénégal a été ouvert au public avec une souscription qui a été couverte dans des délais extrêmement rapides. Donc c'est l'intérêt du Sénégal, ça n'est pas que l'intérêt de la France. C'est l'intérêt des actionnaires sénégalais de Total. C'est l'intérêt du personnel sénégalais de Total. L'essentiel du personnel de Total, ce sont des Sénégalais. Donc que Total marche bien au Sénégal, c'est pas l'intérêt de Total uniquement, c'est aussi l'intérêt bien compris des actionnaires et du gouvernement sénégalais. 10 petites minutes nous restent de cette émission. On va aborder les questions politiques et sécuritaires. Les questions politiques d'abord. Monsieur l'ambassadeur, vous avez suivi la dernière sortie de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui a eu d'ailleurs à vous saisir, vous, chancellerie occidentale, sur la traque des biens mal acquis et l'emprisonnement de son fils. Il a porté des accusations contre la famille du président Sall, les accusant d'anthropophagie et d'esclavage. Quelle a été votre réaction quand vous avez entendu cela? Écoutez, des réactions je dirais au fond de tristesse, parce que ces propos ne correspondent pas à l'image de ce qu'on a, qu'on se fait de la vie politique sénégalaise et de la démocratie sénégalaise. Hein. Donc c'est à l'évidence profondément regrettable. Vous les condamnez? Oui, comment peut-on porter des accusations sur même pas seulement un chef d'État, mais sur une personnalité politique. Il se trouve en plus que c'est le chef de l'État, mais si ça avait été porté contre... C'est véritablement ramener le débat politique au niveau zéro, hein, même en dessous du niveau zéro. Donc en France, le président Wade aurait-il pu se retrouver en résidence surveillée, en prison? Non. Non. Vous comprenez donc la réaction du président Macky Sall? Évidemment, évidemment. De ne pas poursuivre? Évidemment, c'est une réaction de sagesse, oui, bien sûr. Mais est-ce que ces sentiments-là, ce qui est plus grave, me semble-t-il, enfin plus grave, ce qui est aussi très très grave, c'est l'appel, littéralement l'appel à l'insurrection, l'appel à la subordination des forces armées, enfin l'appel à la désobéissance de la police. Enfin, ça c'est vraiment très grave. Avez-vous notifié cela au président Wade? Oh, non, il n'y a pas eu de déclaration publique du gouvernement français sur ces déclarations, mais je crois qu'il peut y avoir aucun doute sur les sentiments des autorités françaises sur ce type de déclaration, évidemment. Oui, par quel canal vous lui avez fait part de vos sentiments? Écoutez, c'est une affaire, si j'ose dire, qui concerne avant tout les Sénégalais. Je ne crois pas qu'une déclaration française aurait pu, en quoi que ce soit, modifier le comportement du président Wade. Monsieur Youssou N'Dour, personnalité publique connue, a justement invité la communauté internationale à raisonner le président Wade. Vous savez, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que sur ces affaires intérieures, il n'est pas raisonnable de souhaiter des interventions extérieures. Oui, sauf que ça peut aboutir à des troubles, non ? C'est une affaire qui concerne les Sénégalais, le débat politique sénégalais. Je ne pense pas qu'il soit absolument indispensable qu'il y ait des commentaires venant de pays extérieurs sur pourquoi pas non plus alors demander aux pays de la CEDEAO, pourquoi demander à la France ou aux États-Unis? Oui, la communauté internationale est large et diverse. Sûr. Donc pourquoi ne pas demander à la CEDEAO aussi ou à l'Union africaine de condamner les propos de M. Wade? Ça n'est pas. Je pense que l'intérêt bien compris du Sénégal est que ce débat soit un débat entre Sénégalais. Ça ne peut que compliquer les choses. Que quand il y a une violation massive du droit
de la légalité, du droit international, qu'aujourd'hui, tel ou tel partenaire d'un pays marque sa déprobation, sa critique, sa condamnation. C'est légitime. Quand il s'agit, je dirais, des épisodes de la vie politique intérieure d'un pays, sans qu'il y ait menace à la légalité directement, je crois que la sagesse, c'est de laisser le débat à l'intérieur des frontières du pays. Sans ça, tout le monde se met à parler de tout, tout le temps. Très bien. Avez-vous reçu le courrier du président Abdoulaye Wade? D'abord, on l'a lu dans la presse, hein, donc c'est quand même une drôle de façon de saisir les autorités d'un pays. Mais vous l'avez reçu? On l'a reçu après, oui, on l'a reçu une semaine après. Avez-vous répondu? Nous n'avons pas répondu. Vous n'y trouvez aucun intérêt de répondre? Je ne vois pas pourquoi on répondrait. Alors, quel jugement portez-vous sur la classe politique sénégalaise? Écoutez, c'est une question difficile. D'abord, je pense que la principale caractéristique de la classe politique sénégalaise, et c'est quelque chose qui est quand même très notable, c'est qu'elle inscrit son action dans le cadre d'institutions démocratiques. Donc nous sommes dans la logique du fonctionnement normal d'une démocratie, des élections, le rôle du Parlement, la liberté des partis politiques, bref, et ça, si j'ose dire, c'est quand même quelque chose de très important, et il n'y a pas dans la classe politique sénégalaise, je dirais, de voix discordantes ou dissonantes, des gens appelant à modifier radicalement les règles du jeu dans un sens qui ne serait pas celui de la démocratie. Donc ça, c'est quand même un atout formidable pour ce pays. Après, moi, je ne vais pas apporter de jugement sur la qualité des hommes. La traque des biens mal acquis, vous en avez sûrement entendu parler, d'autant plus que le Sénégal a sollicité la France dans le cadre de la coopération judiciaire. Cette traque est marquée par l'emprisonnement du fils de l'ancien président, M. Karim Wade. Le verdict sera connu le 23 mars. Il y a des déclarations assez virulente, disant que s'il est condamné, il y aura des manifestations. Est-ce que vous avez des craintes qu'il puisse y avoir des troubles? Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y aura, qu'il y ait quelques supporters du président, enfin de l'ex-président Wade ou de Karim Wade qui manifestent leur mécontentement, c'est possible. Mais le Sénégal a feu et à sang avec des milliers de gens dans les rues pour défendre Karim Wade, je n'y crois pas. Il ne mérite pas d'être défendu? Écoutez, ça, c'est quelque part un citoyen français, non? Il a aussi la nationalité française. Il a aussi la nationalité française, mais pour les Sénégalais, vous savez, la règle, elle est simple. Quand on est binational et qu'on est dans l'un des deux pays, je dirais, il n'y a pas de protection consulaire. Les Sénégalais le considèrent comme un Sénégalais et rien d'autre. Est-ce que la coopération judiciaire a bien fonctionné sur ce dossier? Oui, elle a bien fonctionné. Donnez-nous un exemple. On a l'impression que la France a classé le dossier. Et puis non, la France n'a pas. Non, la France n'a pas classé le dossier. Je crois qu'il y a eu un malentendu. Il y avait effectivement une demande d'entraide judiciaire, et l'entraide judiciaire a cessé le moment où l'instruction s'est arrêtée au Sénégal et que l'affaire a été transmise au parquet. Et elle a cessé de façon naturelle, c'est le droit. On ne va pas continuer à enquêter en France alors que l'instruction est close au Sénégal, puisque toutes les pièces ou tous les éléments que nous pourrions recueillir en France n'auraient aucune valeur dans le procès, puisque l'instruction est close. Vous avez eu à communiquer des éléments, des pièces?
aux juges sénégalais? Vous savez, la coopération judiciaire, elle passe par les canaux je dirais, des relations entre les deux ministères de la Justice, sans que le ministère des Affaires étrangères ait à faire autre chose que d'être une boîte aux lettres. Est-ce que ça a été fait? Vous avez bien sûr que ça a été fait. Ah oui. Bien sûr que ça a été sont fait. passés Bien sûr. par vous, ambassadeur? Non, il y a des canaux de communication directe entre les deux chancelleries, entre les deux ministères de la Justice. Une condamnation de M. Karim Wade ne vous étonnerait pas? Écoutez, j'ai pas... je dirais à l'inverse que un non-lieu serait plus étonnant, oui, serait vraiment étonnant. Oui. Ah ouais. Mais voilà. Mais c'est pas un souhait, c'est simplement le sentiment que l'on a quand on regarde le déroulement du procès. Dernier sujet, monsieur l'ambassadeur, le Sénégal est-il menacé par le terrorisme? Alors, il n'est pas aujourd'hui, je crois que nous sommes en dialogue constant sur ce sujet avec les autorités sénégalaises et il n'est pas... Notamment avec le pacte plan d'action contre le terrorisme. Absolument. Oui, ça veut dire que, bon, il n'y a jamais de fumée sans feu, non? Écoutez, nous ne percevons pas aujourd'hui de menaces directes et immédiates. Ça ne veut pas dire que le Sénégal ne soit pas dans un environnement extrêmement dangereux, qu'il puisse y avoir des entreprises terroristes. Oui, le Mali, Boko Haram, absolument, absolument. Al-Qaïda au Maghreb. Absolument. C'est des menaces. Ce sont des menaces qui aujourd'hui, je veux dire, bon, il n'y a pas eu d'actes terroristes au Sénégal et il n'y a pas eu au Sénégal non plus, je dirais, d'arrestation ou d'intervention des forces de sécurité pour interdire ou prévenir des actes terroristes. Mais ça ne veut pas dire que le Sénégal ne soit pas menacé d'une façon globale. Il y a quand même deux individus qui sont en état d'arrestation actuellement pour avoir envoyé des messages de menaces au président de la République, au ministre de l'Intérieur et à la patronne de la police. Absolument, absolument. Donc, vous le prenez sérieusement? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et Monsieur Valls, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur, est venu en visite officielle ici au Sénégal il y a 1 an, à peu près. Nous avons tous été frappés du fait que dans nos échanges avec les responsables de la sécurité sénégalaise, avec le ministre, avec le président, en termes de sécurité intérieure, le terrorisme était présenté comme la menace principale désormais, et nous sommes d'accord avec cette évaluation. Dans le cadre du pacte, il existe un fonds de solidarité prioritaire du ministère des Affaires étrangères pour un montant de 460 millions de francs CFA pour une durée de 3 ans. Cela pour renforcer la capacité des services de police, de gendarmerie du Sénégal et des magistrats impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Mais en même temps, on a appris que Dakar a acquis des drones et un hélicoptère de combat américain. La France reste peut-être sans réaction, non? Au moins par rapport à l'armement. Vous voulez absolument me faire dire que je suis désespéré de voir que le Sénégal a d'autres partenaires que la France. Vous ne me le ferez pas dire. Donc, bien sûr, en termes d'acquisition de matériel, il y a d'autres partenaires, mais la France a aussi toute sa place, notamment dans le domaine maritime. Dans le domaine maritime, aujourd'hui même, 2 avions Epsilon, qui sont des avions d'entraînement, vont atterrir sur l'aéroport de Dakar et 2 autres vont venir. Ça va être l'outil principal de formation des pilotes sénégalais à l'avenir sur l'ensemble. Mais pour les drones et l'hélicoptère, là on parle d'acquisition. Dakar n'a pas acheté chez vous. On n'a pas acheté chez nous, mais on n'a pas acheté qu'américain. On a aussi acheté russe ou ukrainien, puisque une partie importante de la flotte d'hélicoptères. Vous savez... Est-ce qu'on a acheté français, pour être précis?
Dakar a-t-il acheté oui. français? Oui, d'autres matériels, bien sûr. Comme quels exemples? Vous avez des vedettes, des bateaux qui sont d'ailleurs relativement importants, qui vont arriver là incessamment. Donc la marine sénégalaise va être très très largement équipée de matériel français. Je vous parlais des Epsilon, nous avons 4 Epsilon qui arrivent, et puis nous avons alors ce qu'on appelle au fil de l'eau, alors c'est pas visible, c'est pas spectaculaire, mais vous avez des petits contrats, c'est 5 millions d'euros, 10 millions d'euros sur du matériel qui n'est pas des équipements majeurs, et ça, ce flux, il est régulier, il est continu, parce que les armées sénégalaises ont l'habitude d'être équipées avec du matériel français, et donc il y a une forme de familiarité dans ce domaine. Êtes-vous en mesure de dire que l'armée sénégalaise n'est pas molle comme le seraient certaines armées africaines? Écoutez, l'évaluation générale, c'est que l'armée sénégalaise est à l'évidence l'une des meilleures armées du continent. Les toutes meilleures armées du continent. Pourtant, on voit beaucoup plus l'armée tchadienne. Écoutez, vous savez, vous avez un autre critère, et je crois qu'il est important, parce que les Nations Unies sont quand même attentives à avoir des contingents de qualité. Le premier contributeur africain aux forces de maintien de la paix des Nations Unies, c'est le Sénégal, avec des forces de qualité, avec un encadrement de très grande qualité. Il y a une grande tradition de commandants d'opérations, de commandement d'opérations confiés à des officiers généraux sénégalais. Non, voilà, vous savez, le Sénégal a pris dans la crise malienne toute sa part. Le théâtre où intervient aujourd'hui le Tchad est quand même un théâtre assez lointain pour le Sénégal. Donc, alors, est-ce que vous irez jusqu'au terme de votre mandat comme ambassadeur à Dakar, mandat qui est généralement de 3 ans? Écoutez, moi, mon mandat, de toute façon, là-dessus, je n'ai pas beaucoup d'état d'âme, parce que le 11 juin 2016, pour reprendre une vieille formule balsacienne, je serai inscrit dans le grand livre de la dette publique. Ça veut dire que je serai à la retraite. Ah bon? Donc voilà, le terme naturel de ma mission, c'est le 10 juin 2016. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Jean-Félix Paganon, haut représentant de la République française au Sénégal, était l'invité du grand jury de la RFM que vous, téléspectateurs de TFM, avez l'occasion ou le privilège de suivre également. À la technique, Aline Diassé pour la RFM, pour la télévision, nos caméramans et preneurs de son, ainsi que la charmante maquilleuse Fifi Sambou. Merci de nous avoir suivis.